Que s'est-il passé à Valence hier après-midi? Un groupe de parents d'élèves s'est réfugié dans une école primaire. Alors pourquoi ce mouvement de panique? Une chose est sûre, le quartier est partagé entre plusieurs points de deal. On parle de menaces de mort proférées contre les parents. Pas de plainte à ce stade, mais 2 écoles ont bien été fermées aujourd'hui et les policiers ont sécurisé les alentours. Alors comment en est-on arrivé? Pourquoi ce trafic gagne-t-il du terrain même aux abords de nos écoles? Nous allons en parler avec Christophe Rouget, qui est commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Vous êtes resté avec nous pour faire le point aussi, Guillaume Fard, merci beaucoup. Mais d'abord, direction Valence, pour retrouver notre envoyé spécial Nicolas Laurent. Bonsoir Nicolas. Que sait-on ce soir de ce qui s'est réellement passé, même ce qui est décrit, car même ce qui est décrit comme un mouvement de panique dans l'école primaire Pierre Brossolette, je le rappelle. Oui, toujours beaucoup de flou autour de ce qui s'est réellement passé. Ce que l'on sait, Yves, c'est que tout cela s'est déroulé hier aux alentours de 13h30 avec, c'est vrai, cette quinzaine de parents d'élèves qui s'est réfugiée brusquement au sein de l'établissement. Après, selon plusieurs médias locaux, avoir été pris à partie par plusieurs jeunes du quartier, insultés, menacés de mort aussi. Vous gênez notre business, on va tous vous tuer. C'est ce qu'aurait entendu une mère de famille. Les enseignants ont tout de suite fait valoir leur droit de retrait après cette scène brève, mais traumatisante, vous pouvez l'imaginer, pour les pères, pour les mères de famille, d'autant que tout cela se déroule dans un contexte très particulier. Nous sommes dans le quartier du Plan, sur les hauteurs de Valence. Or, c'est un quartier qui régulièrement est le théâtre d'affrontements, de règlements de comptes entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. On a pu le constater nous-mêmes, vous l'avez dit d'ailleurs. L'école est entourée de plusieurs points de deal qui sont situés à quelques dizaines de mètres de l'établissement seulement. En tout cas, un climat de psychose a conduit l'Éducation nationale à fermer 2 écoles. Oui, c'est ça. École fermée aujourd'hui. Demain, c'est mercredi. Il n'y a pas cours, ça c'est traditionnel. Mais dès jeudi, une cellule psychologique va être mise en place pour justement permettre de donner la parole aux différents acteurs, écouter les enseignants, écouter les parents d'élèves, et écouter les élèves aussi, parce que tout cela a un impact sur leur santé psychique. Écoutez, le directeur de l'Académie de Valence, c'était au micro de Julie Roser. Ça peut être un désengagement de la tâche scolaire, des angoisses, des élèves qui ne sont pas en suffisante capacité de se concentrer, une réaction aux choses inhabituelles, à des bruits, à des situations auxquelles ils n'étaient pas préparés. Donc il y a vraiment une grande attention à porter à chaque élève pour reconstruire un cadre de confiance et un cadre de développement dans la sérénité, l'écoute, avec une mobilisation exemplaire des enseignants. Cellule psychologique mise en place dès jeudi et plus concrètement une présence policière qui va se renforcer avec la multiplication des patrouilles de police aux abords de l'établissement. Nicolas Laurent, en direct de Valence, dans la Drôme, avec Julie Roser. Nous sommes rejoints par Laurent Zamekowski, qui est porte-parole et vice-président de la PEP. Merci de nous avoir rejoints. Quelle est votre réaction à cette affaire? Je rappelle que pour l'instant, on a du mal à établir ce qui s'est réellement passé. Mais en gros, il y a des parents qui estiment avoir été menacés gravement sur fond de trafic de drogue avec leurs enfants. Des petits dealers seraient passés en leur lançant des propos du style « on va tous vous tuer ». Qu'est-ce que ça nous dit de la non-protection de notre école aujourd'hui, d'une certaine façon, et comment percevez-vous cela? Alors déjà, on est dans le cadre d'une école primaire, donc forcément, c'est des jeunes enfants. Des bambins. Voilà, donc les parents sont déjà en général inquiets, mais encore plus quand les enfants sont petits. C'est pas faux. Donc effectivement, vous imaginez bien que ce genre de propos, de menaces, cette situation, en plus apparemment il y a un point de deal à proximité. Il y en aurait même plusieurs. Donc déjà la situation en temps normal est déjà extrêmement tendue et inquiétante et angoissante pour les parents. Et en plus, quand on se trouve face à ce genre de situation, de bagarre, de situation qui se crispe tout d'un coup, effectivement, il y a de quoi paniquer. Vous approuvez le fait qu'on fasse une fermeture, même non durable, voilà, je dirais un petit peu pour respirer d'une certaine façon d'un établissement dans de pareilles circonstances? Alors déjà, 2 établissements en l'occurrence. Ils vont fermer, donc c'est une manière aussi pour les enseignants avec le droit de retrait de marquer le coup. Mais il y aura l'accueil quand même des élèves, donc c'est quand même aussi l'essentiel. Ils ne sont pas à la rue, vous avez raison de le... Non, mais vous avez raison de le préciser, surtout dans les scènes que nous sommes en train de décrire. Parce que malgré tout, il y a quand même des parents qui travaillent et il faut pouvoir quand même avoir un moyen de garde. Il y a pas mal de parents qui, à mon avis, ne vont pas forcément tout de suite remettre leurs enfants, s'ils le peuvent, mais d'autres n'auront pas le choix, malheureusement. Mais vous qui êtes au cœur du dispositif et qui avez des remontées de l'ensemble du pays, est-ce que ce type d'affaires où on s'inquiète du deal qui se passe devant une école, même avant d'aborder la question des éventuelles menaces qu'il puisse y avoir sur les parents et parfois sur les gamins, est-ce que ce sont des choses qui sont devenues plus fréquentes, voire fréquentes selon vous? Alors, ça touchait
plus particulièrement, notamment les lycées, voire les collèges. Oui. Et effectivement, ça commence à se voir de plus en plus dans des situations, notamment autour des écoles. On l'a vu à Paris avec les situations de consommateurs de crack aux abords des écoles, le fait que les parents et les élèves étaient accompagnés par la police municipale. Vous imaginez qu'on en arrivait là, c'est quand même assez dramatique. Bien entendu. Quelles sont les dernières informations, Guillaume Fard, qu'on a eues sur ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a eu des choses assez contradictoires. Il y a des propos qui sont transmis, pas forcément avérés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu en revanche, un vrai mouvement de panique de parents avec leurs enfants qui sont rentrés dans l'établissement après avoir été, d'une façon ou d'une autre, au minimum, avoir perçu une menace bien réelle. Nicolas Laurent l'a bien dit, il y a une certaine confusion qui règne sur place parce que du côté de la police, il faut arriver à discriminer ce qui relève de la rumeur, parce que parfois l'inquiétude alimente la rumeur et des personnes inquiètes peuvent inquiéter d'autres et ainsi vous avez un engrenage d'inquiétude et de ce qui relève de faits qui sont des faits avérés. Le trafic de stupéfiants dans la commune de Valence et aux abords de certains établissements scolaires, il est malheureusement avéré parce que ce que l'on voit dans certaines villes moyennes, et Valence n'est pas la seule ville que l'on peut ainsi désigner. On pourrait parler par exemple de Nîmes, où le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer l'envoi de la fameuse CRS 8, vous savez, cette super CRS qui est basée dans l'Essonne, à Bièvre, pour aller essayer de calmer la situation sur place. Parce qu'il y a des quartiers de Nîmes qui sont devenus des quartiers véritablement criminogènes, notamment le quartier Pisevin. Mais on pourrait également évoquer Grenoble, on pourrait parler d'autres villes moyennes. Ce sont des exemples là récents. Dans ces villes-là, vous avez de la consommation de stupéfiants qui fait que les consommateurs soit vont s'approvisionner directement auprès des fournisseurs, dans les cités, mais vous avez aussi des cas où les vendeurs viennent chercher leurs clients. Et si les clients Donc on peut les retrouver devant un collège ou un lycée pour revendre. Si les clients sont des mineurs, parce qu'il y a 700 000 personnes qui consomment quotidiennement du cannabis, par exemple. Parmi ces personnes, il y a une part de mineurs qui n'est pas négligeable. Les mineurs peuvent acheter à la sortie du collège. Et donc, dans ces cas-là, vous avez des dealers qui viennent, c'est commercial, c'est un commerce illicite, mais c'est commercial, capter leurs consommateurs directement à la sortie. Et donc, vous avez cette difficulté-là, qu'il y a une cohabitation qui n'est pas toujours évidente entre des adolescents, des personnels des établissements scolaires, le cas échéant leurs parents, et puis des personnes qui viennent concrètement vendre de la drogue. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène qui n'est pas que parisien ou que francilien. Ça touche maintenant des villes moyennes. Rappelons que le trafic de stupéfiants fait vivre quand même directement ou indirectement 250 000 personnes en France. C'est l'équivalent de l'agglomération de Montpellier. Donc vous avez quand même 250 000 personnes en France qui vivent de ce trafic-là et qui vont chercher des clients, notamment jeunes, notamment à la sortie des établissements scolaires. Bonsoir Michel Gandilon, merci de nous avoir rejoints sur BFM TV. Vous êtes chercheur spécialiste des trafics de drogue et auteur de Drugstore, drogues illicites et trafic en France, paru aux éditions du CERF. Est-ce que ce que nous sommes en train de décrire, qui se passe devant une école, l'inquiétude et l'anxiété des parents, est quelque chose qui vous surprend ? Non, ça ne surprend pas compte tenu de l'évolution du marché des drogues en France depuis une vingtaine d'années. Le marché des drogues a énormément augmenté en France, que ce soit sous l'angle de la demande, puisque la France est aujourd'hui le premier marché du cannabis en Europe, que les consommations de cocaïne ont également beaucoup augmenté depuis 20 ans, elles ont dû être multipliées par 5 dans la population adulte. Il y a la consommation des drogues de synthèse, il y a la consommation d'héroïne qui persiste. Donc tout ça n'est pas vraiment surprenant. Et dans un contexte aussi, surtout, où il y a la question de l'offre. L'offre internationale est abondante aujourd'hui. On n'a jamais produit autant de cocaïne. Production d'héroïne sont très importantes aussi. Il y a les drogues de synthèse qui sont produites à proximité aux Pays-Bas et en Belgique. Donc on a une offre et une demande en pleine dynamique et un marché des drogues en France qui est évalué à peu près à 4 milliards d'euros par l'INSEE, un marché qui a doublé en une dizaine d'années. Donc tout ça n'est pas surprenant. Christophe Rouget, on sent qu'il n'y a plus aucun lieu, je dirais, protégé ou sacré qui empêche la possibilité de la revente de drogue. Et donc ça peut se faire devant une école primaire, devant un collège, devant un lycée. C'est ce qu'observent nos policiers ? Plus aucun lieu. Pourquoi ? Parce que Guillaume Fard l'a dit, on est dans du commerce, on est dans un capitalisme sauvage où on doit gagner des territoires. Ces trafics de stupéfiants, ils se sont ancrés pendant des années dans les banlieues des grandes villes, mais au bout d'un moment, votre marché, il est fermé, il faut que vous alliez autre part. Et donc vous avez
On est parti de Marseille, on est allé dans tout le sud de la France, parce qu'il y a d'autres villes, Avignon, Nîmes, où on a ces problèmes avec ces écoles. Et c'est plus le chant des cigales qu'on entend, c'est le cliquetis des kalachnikovs dans ces cités. Donc c'est dramatique. On se retrouve avec ces gens qui cherchent de nouveaux territoires, donc qui vont chercher de nouvelles zones pour vendre, pour dealer. Donc là où on se retrouve avec des jeunes potentiellement qui peuvent être nos clients. Et donc vous avez ce marché, cette ubérisation et ces gens qui vont dans de nouvelles zones, l'ouest de la France, dans de nouvelles villes, dans la ruralité pour gagner des parts de marché. En préparant cette émission, je voyais un chiffre qui aurait été cité par nos policiers. On évoque 4000 points de deal répertoriés à travers toute la France. Ce chiffre vous paraît possible? 4000? Oui, il est possible. Répertoriés. C'est pour ça qu'on se bat. Et aujourd'hui, on a les policiers qui sont un peu ces fantassins de la lutte contre la drogue. Ils luttent pied à pied sur le territoire contre ces points de deal. Pourquoi? Parce que vous avez des écoles, parce que vous avez des commerces, parce que vous avez des gens qui vivent là et qui veulent être tranquilles. C'est pour ça qu'on se bat contre ces points de deal. Mais on est face à une vague liée à cet argent qu'il y a à gagner, qui est en train de nous submerger. Parce qu'on n'a pas les moyens, du coup, de lutter. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une vraie conférence interministérielle avec l'éducation, la santé, tout le monde, pour qu'on puisse mettre un plan de lutte contre les stupéfiants. Oui. La police toute seule, elle n'y arrivera pas. Non. Et ensuite, vous l'avez entendu aussi, on est sur des marchés internationaux, avec le Maroc, avec la Hollande, avec des pays qui deviennent parfois des narco-États, qui vendent ces produits, qui déversent ces produits sur des ports européens en quantité faramineuse dans des containers tous les jours dans les grands ports. Et donc, on a tout ce marché qui existe. Et nous, on est là juste à faire ce qu'on peut au quotidien pour éteindre les incendies. Je vous ai vu réagir, Laurent Zamekowski, ce qui m'a surpris, parce que voilà, je voyais un président de la PEP qui abondait avec la tête. Ce chiffre de 4000 lieux de deal, notamment à proximité de nos établissements, vous surprend pas? Effectivement, je veux dire, alors déjà, quand même, on va relativiser sur les écoles primaires. C'est pas, pas la majorité du champ. On vient pas vendre à des élèves Bien qui n'ont sûr, pas d'argent, etc. C'est normal que ça inquiète quand il y a des menaces qui ont lieu ponctuellement, parce que l'école primaire, d'une certaine façon, dérange le point de deal. Il faut faire la différence entre là où on va chercher des nouveaux clients, entre guillemets, et malheureusement, c'est ce qui touche directement les collèges et les lycées, puisque là, des enfants commencent à avoir de l'argent. Malheureusement aussi, il y a du vol qui est organisé pour financer l'achat de drogue. C'est une des raisons aussi pour laquelle le téléphone portable a été interdit au collège, parce qu'il y a non seulement l'usage, mais aussi tout un trafic autour de ça. Et effectivement, il y avait un certain nombre de problèmes. Oui, ça servait à financer. Et il y a des dealers qui sont présents devant les établissements et qui recrutent des enfants pour pouvoir, entre guillemets, les aider à rentrer dans l'établissement et toucher les étudiants. Ils commencent à le faire simplement en les prenant un peu à partie. Il y en a un qui va les attaquer, les autres qui vont venir les défendre, ils se vont sentir redevables, ils disent tiens, prends mon numéro, et ainsi de suite. Ils rentrent dans un système avec eux. Et donc, finalement, on se retrouve avec des points, entre guillemets, plus ou moins de deal, pratiquement à proximité d'énormément de nos collèges et lycées aujourd'hui. Et je parle bien des collèges. Les écoles primaires, les enfants n'ont pas les moyens. C'est plutôt contextuel. C'est plus comme on a vu à Paris, parce qu'il y a des clients qui sont dans les environs et c'est pour ça qu'ils sont là. Je suis moi-même stupéfait de la façon dont vous semblez avoir intégré cela. C'est-à-dire que ça fait, non mais pardonnez-moi, ça fait partie du quotidien de nos professeurs aujourd'hui de savoir ce qui se passe à la sortie de nos collèges, de nos lycées. Je vous ai bien compris. C'est ça ce que vous traduisez. De toute façon, il y a une responsabilité du chef d'établissement pour alerter lorsqu'il voit. Et donc, il doit contacter les autorités compétentes. Il y a aussi maintenant les caméras, la vidéosurveillance qui est sur les établissements, notamment aux abords, pour pouvoir justement sécuriser ça. Mais il se noie un petit peu dans la masse. Les dealers sont de plus en plus jeunes aussi. Et c'est de plus en plus difficile à repérer. Michel Grandillon, vous vouliez intervenir ? Oui, sur les 4000 points de deal, effectivement, c'est une estimation du ministère de l'Intérieur qui date déjà un peu de la fin de l'année 2020. Depuis, effectivement, ces points de deal ont diminué un petit peu, mais ils peuvent se reformer rapidement. Donc, c'est plutôt une indication sur l'ampleur du phénomène, qui est donc à la mesure de l'offre de drogue aujourd'hui en France. Mais quand même, cette offre de drogue touche quand même spécifiquement certains quartiers, certains territoires, notamment je pense les cités qu'on appelle sensibles et les quartiers sensibles. J'ai une anecdote, il y a quelques années, j'avais été frappé par un fait qui avait lieu à Marseille, une ancienne école qui avait été transformée dans les quartiers nord comme stand de tir par les trafiquants. C'est une école abandonnée, bien sûr.
Qu'est-ce que ça nous dit de la gravité de la situation? Ça nous dit des choses sur l'emprise territoriale de ces trafics. C'est la grande différence entre les trafics aujourd'hui et les trafics qui pouvaient avoir lieu, par exemple, à Marseille dans les années 70 avec les filières de l'héroïne. Elles se contentaient entre guillemets, de produire de l'héroïne dans l'arrière-pays marseillais. Aujourd'hui, 50 ans après, ce sont des territoires entiers qui sont contrôlés par ces réseaux criminels et effectivement font vivre un enfer aux habitants qui habitent dans ces quartiers. Donc il y a une inégalité fondamentale aujourd'hui en France entre des personnes qui ont le droit, des citoyens qui ont le droit de vivre, qui ont le droit à la sécurité et de vivre dans un environnement tranquille, et des centaines de milliers de gens aujourd'hui qui vivent sous l'emprise de réseaux criminels. Bonsoir Mireille Clapeau, merci de prendre la parole par téléphone dans cette émission. Vous êtes députée Renaissance du département de la Drôme. Je voulais savoir comment si vous aviez été informé de ce qui s'était passé à Valence et ce qu'était votre réaction. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Ça fait déjà quelques semaines qu'à Valence, qui est une ville moyenne, il y a plusieurs facteurs. Il y a une violence qui monte avec à la fois les trafics de drogue, des règlements de compte, et puis il y a aussi entre les quartiers, le quartier du Plan de Font-Barlette, il y a une espèce de vendetta, et je vais reprendre le terme d'un enseignant avec qui je discutais tout à l'heure et qui me disait c'est une sorte de guerre des boutons 3.0. Donc la guerre des boutons, l'opposition entre deux quartiers, et qui se complique avec les armes, une violence extrême, avec les réseaux sociaux aussi, qui permettent d'amplifier, voire de provoquer certains événements, et puis de faire des vidéos et de la communication autour. Donc il y a un nouveau palier a été franchi avec une symbolique importante qui est celle de cette école, l'école Brossolette, devant laquelle des jeunes sont venus fanfaronner mais aussi menacer des parents, des femmes, des enfants. Et donc les habitants ont peur. J'ai vraiment une pensée pour eux. J'ai une pensée aussi pour les enseignants qui aujourd'hui ont fait jouer leur droit de retrait. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave, mais qu'il faut traiter, je dirais, avec du sang-froid et de façon transversale. Il faut évidemment sécuriser parce qu'il ne faut pas que ces jeunes continuent à se balader avec des kalachnikovs, à menacer tout le monde et parfois à exécuter certains. Mais il faut aussi se mettre ensemble avec du sang-froid, du calme autour de la table, vraiment mettre tout le monde dans la boucle, que ce soit les élus locaux, les pouvoirs publics nationaux, les enseignants, la justice bien sûr, mais aussi les parents. Les parents ont leur mot à dire, les associations. C'est un quartier, deux quartiers, puisqu'il s'agit de deux quartiers qui vont mal et qu'il faut à tout prix remettre dans la boucle parce que le vivre ensemble, il doit, une fois que les auteurs de ces faits graves seront appréhendés et sanctionnés, le quartier il doit repartir sur de bonnes bases. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, Madame la députée Renaissance du département de la Drôme. Je vois que vous étiez très au courant de ce qui se passe et vous avez une vision en tout cas parfaitement claire de ces difficultés. Alors bon, nos chefs d'établissement et parfois nos professeurs ont de l'humour, heureusement. La guerre des boutons 3.0. Citation faite dans la bouche d'un prof aujourd'hui. Ça fait partie de du quotidien de nos profs où on exagère. Du prof, des parents d'élèves, des élèves aussi. Après, ça dépend des situations. Et je ne voudrais pas non plus aussi qu'on stigmatise, parce que malheureusement, ça arrive partout. Et notamment dans les zones les plus aisées, parce que justement, il y a les clients. Là, je parle essentiellement des collèges et des lycées. Ils s'approchent moins des écoles primaires parce que justement, elles sont peut-être aussi plus surveillées. Et puis de toute façon, il n'y a pas forcément de consommateurs dans la zone de l'école primaire, contrairement justement peut-être dans cette école, enfin autour de cette école. Et donc, mais on commence à avoir le problème de plus en plus, comme je l'ai dit, à Paris, avec les consommateurs de crack. Donc effectivement, ça grossit et on se retrouve de plus en plus dans une situation finalement qui était avant cantonnée aux exercices Vigipirate. Vous savez, il y a les PPMS, les plans d'entraînement, pour s'entraîner en cas d'intrusion, en cas de situation de ce type-là. Mais on n'a pas. Les PPMS, c'est le terme, en tout cas, c'est l'acronyme. Plan d'intrusion, bien sûr. Exactement. Et donc, effectivement, il y a eu des préparations suite, malheureusement, à tous les attentats. Et quelque part, aujourd'hui, quand on voit que les parents paniquent et se retrouvent à se précipiter à rentrer dans l'école,
eh ben, il va falloir qu'on anticipe aussi malheureusement aussi ce genre de choses et également assurer la sécurité aux abords des établissements. Je pense toujours à nos policiers qui, en fait, parfois risquent leur vie et font un travail absolument de fourmi pour essayer de remonter les filières. Mais on dit tout le temps une goutte d'eau dans une mer de trafic. C'est la réalité ? Oui, parce qu'on est passé de la guerre des boutons à des gangs gangs de trafiquants qui tous les jours attaquent. À Nice, l'autre jour, un dealer a été interpellé, ils ont attaqué le commissariat, parce qu'ils n'ont peur de rien. Il y a trop d'argent qui est en jeu. Et donc, ils interviennent tous les jours. Éric Masson avait été tué à Avignon en luttant contre le trafic de stupéfiants. Donc, on a tous les jours des collègues qui sont blessés, tous les jours des collègues qui font ce qu'ils peuvent pour lutter contre ce trafic de stupéfiants, mais qui, aujourd'hui, n'ont pas les armes pour lutter contre toute cette drogue qui arrive en France.